l'écran, voici Gars toujours là. Il crayonne ses idées, la magie commence déjà. Oh, salut. Bienvenue sur la chaîne Gad Gad Gad, c'est ça animation. Et garde tout quoi en toi. Et donne-toi à fond pour goûter la Gad Gad. Faites pas ton pot pousser, allons-y. Je me levais en cette belle matinée ensoleillée de ce 15 septembre. Puis, comme tous les matins, je me dirigeais vers la cuisine pour me faire mon petit kawa quotidien. Bien sûr, après avoir été faire popo. Puis, tout en sirotant ce breuvage sacré. Ne me la faites pas, le café est sacré pour vous, je le sais. Donc, tout en sirotant mon café, je me lance la page d'accueil de YouTube. Et là, je tombe sur la bande-annonce d'un métrage d'animation sur l'univers du Seigneur des Anneaux, nommé La guerre des Rohirrim. Rohirrim. Je vous avoue, je suis pas mal largué concernant l'histoire et la chronologie de la saga. Je vais donc survoler le sujet. Mais je vais surtout vous parler de cette bande-annonce. D'ailleurs, saviez-vous qu'il s'agit ici de la 3e production animée concernant la saga de J.R.R. Tolkien? Non? Eh bien, laissez-moi vous parler des 2 premières. Et si ça se trouve, la plupart d'entre vous n'étaient même pas nés lorsqu'ils sont sortis. Comme des poissons. Des poissons panés. Hein. Bon, bref. The Lord of the Ring. Sorti en 1978 et réalisé par Ralph Bakshi, un réalisateur-producteur américain spécialisé dans l'animation, entre autres pour adultes, et à qui on doit notamment les séries TV comme Mighty Mouse ou Super Souris si vous préférez. Et Ekel and Jekyll. Ouais, j'imagine la plupart d'entre vous. Hein? Qui c'est? Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il a aussi réalisé le long métrage Fritz the Cat en 1972, qui a d'ailleurs été classé X aux États-Unis. Alors complètement inconnu en ce qui me concerne, mais pour les curieux et les obsédés, je mets le lien du film complet en français dans la description sous la vidéo. Malgré un succès moins mérité que prévu, des choses qui arrivent, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Lord of the Ring se démarque par des décors détaillés, soigneusement dessinés et colorisés à la main. Une claque visuelle pour l'époque, il faut le reconnaître. Alors, dommage pour les images en qualité 480p que je vous partage. Désolé, je n'ai pas mieux. Le réalisme de l'animation des personnages est très poussé, renforcé par une multitude d'animations secondaires. Alors les animations secondaires, ce sont des animations rajoutées qui complètent l'action principale et en renforcent le réalisme. On la doit ici à la technique employée par Ralph Bakshi, la rotoscopie. La rotoscopie, c'est une technique consistant à dessiner image par image par-dessus des prises de vue réelles. Ce dernier a d'ailleurs affirmé « Vous ne pouvez pas imaginer l'animation de chevaux ou de telles batailles, c'est impossible. J'ai décidé donc de carrément tourner le film en entier. » J'imagine que je double très bien Bakshi. Alors pour le coup, il y a même parfois trop d'animations secondaires, comme par exemple cette course ici, où les mouvements sont exagérés sans raison. Les personnages, ils font quoi là? Ils dribblent ou quoi? Pourquoi ces courbes insensées là? Eh, vous allez où les gars? C'est quoi votre délire? Et pourquoi Aragorn il se casse la gueule? Ah ouais, c'est Aragorn, et pas très loin, Legolas et Gimli. J'y déplore par contre un manque de travail sur l'animation de l'environnement. Pas de nuages en mouvement, pas de végétation animée par le vent, une luminosité fixe. Par exemple, la lumière d'une pièce éclairée par un feu est censée être plus ou moins stable. Pas d'ombre sur les sujets animés. Bon, on va dire que c'est sans doute un manque de moyens à l'époque pour des FX plus poussés. Mais ce que j'ai trouvé le plus étrange, c'est la réalisation des orques et autres créatures maléfiques apparaissant dans l'œuvre. Ils ont été représentés sous forme de silhouettes, rotoscopées bien sûr, plus ou moins solarisées, sombres, très peu détaillées, et pour le coup, moches. Ah oui, j'ai vraiment pas aimé, ça donne un aspect plutôt effrayant, surtout lorsqu'on est gosse. Ouais, je parle effectivement de moi, je l'ai vu étant gamin, ouais. The Return of the King. Inédit en France, ce téléfilm d'animation musicale a été réalisé par Jules Bass et Arthur Rankin Jr., qui ont essentiellement travaillé pour des productions télévisées.
L'œuvre est publiée aux États-Unis le 11 mai 1980 sur la chaîne ABC. Nous avons affaire ici à un graphisme un peu étrange. Il est essentiellement dû au chara-design de la plupart des personnages. Prenons les hobbits. Ils restent assez cohérents. Ok, ils sont de petite taille, mais ils ont des grandes oreilles, de grands yeux, de gros pifs, de grands pieds. Bon, ils sont rigolos, mais ils font un peu peur. Quant à la plupart des traits de visage entre guillemets humain ou visage humanisé, ils sont très appuyés, ce qui offre des personnages aux apparences peu attrayantes et pour le coup, pas très attachants. Pire pour le bestiaire. Par exemple, regardez Gollum. Il ressemble plutôt à une espèce de grenouille ou un kappa sans carapace. Les orques, ils ont des museaux et font plus ou moins penser à des espèces de chiens avec des armures. Les décors sont fades en couleurs et pauvres en détails. Même les lieux censés être les plus féeriques manquent terriblement d'éclat. Quant à l'animation, elle est assez basique, plutôt pauvre en FX, en effets spéciaux si vous préférez. Mais on dira correct concernant les personnages, cependant il n'y a pas de quoi se rouler par terre. Comme je l'ai dit, je ne parlerai pas de la fidélité par rapport à l'original, ni de ce côté comédie musicale qui en soi n'était pas une si mauvaise idée que ça. La guerre des Rohirrim. Il s'agit d'un préquel se déroulant 183 ans avant le chapitre Les Deux Tours. Ce volet sera une œuvre animée japonaise orchestrée par Kenji Kamiyama, né le 20 mars 1966 et connu pour des œuvres plutôt anciennes comme le cultissime Akira, Kiki la petite sorcière et Ronjin Z, sur lesquels il a participé essentiellement au décor. Dans un cadre plus responsable comme la direction et la réalisation, on peut aussi citer Jinro, la Brigade des Loups, Blood, The Last Vampire et la série Ghost in the Shell Standalone Complex. Voilà pour l'aperçu du réalisateur, je pense que son parcours laisse présager de bonnes choses concernant ce nouveau volet du Seigneur des Anneaux. Un projet amorcé depuis 2021 par le studio d'animation Soda Entertainment au Japon, il relate l'histoire de Helm Hammerhand, Hammerhand dit main marteau ou point marteau ou marteau dans ta gueule, comme vous le sentez, qui est le 9e roi légendaire du Rohan, et de sa fille Hera. À présent, voyons cette bande-annonce. Ça commence avec des images réelles de Gandalf à cheval. Le décor sur lequel il chevauche transitionne sur la carte de la Terre du Milieu. Transition vers la carte, ici aussi. Je ne sais plus qui c'est, elle. Aragorn et Legolas ont rejoint Gandalf, toujours à cheval. Et ils arrivent, Aragorn pousse les grandes portes. Je crois que c'est lui, hein. Puis un aigle nous amène du côté du Rohan, parallèlement avec un texte apparaissant à ce moment même à travers les yeux. Alors bien sûr, ce texte s'adresse à Kenji Kamiyama, mais on pourrait penser aussi qu'il s'adresse à cet aigle, comme s'il allait être le spectateur des événements. On arrive au mauvais moment, on dirait, hein. Tout le monde a l'air tendu. Mais 200 ans plus tôt. Cavalier de la Marche, frère du roi. Naquit une... Bon, la scène de la ville incendiée est vraiment sublime. D'entrée, on peut constater des dessins fins et détaillés. Hein. Ce bâtiment, il est superbe notamment. La porte. Oh. Alors, est-ce que ce serait pas plutôt lui qu'on aurait vu pousser les portes juste avant? En tout cas, le gars, il se lance. Allez hop, je veux la main de ta fille, j'en ai marre de me servir de la mienne. Allez bim, Wolf se prend un râteau, ça c'est fait. Elle me sent la fourberie, les darons s'embrouillent. Tu vas regretter tes paroles, vieil homme. Oh, bah voilà, la patate de forain de Hammerhand, je rappelle le point marteau. Oh, il l'a tué d'un coup. Le gars, c'est une sorte de Mickey O'Neill ou Saitama, quoi. Effectivement, c'est grave, là. Ok. Les deux se connaissent depuis qu'ils sont gosses, apparemment. Et oui, fini le gentil petit garçon. Donc, la guerre de Rohirrim serait donc déclarée par Wolf pour venger son père. Ok. Hera tient donc à se battre, sans doute, j'imagine, car elle n'a pas réussi à dissuader Wolf. Alors, cette femme vient de sous-entendre de croire en quelque chose. Est-ce qu'il s'agit de cet aigle immense? Il m'intrigue. Sans doute le même qu'on a vu lors de l'intro. Le reste du bestiaire a l'air assez impressionnant.
j'ai peur de toi. Ah, question combat, on a l'air d'être sur de la mise en scène claire et dynamique. Moi j'aime bien. Tu devrais. On a donc une belle héroïne, fougueuse, courageuse. C'est cool. Qu'est-ce que le Mordor veut faire de ces anneaux? Ah tiens, c'est qui lui? Il a un sac plein d'anneaux. Ok. Alors grosso modo, je résume ce que j'ai compris. Il y a lui, Freka, qui déboule et veut marier son fils Wolf à la fille de Helm, Hera, en lui prétendant une alliance afin de renforcer son royaume. Sauf que le gars se rend compte qu'il veut juste lui faire à l'envers et piquer son trône. Pif, paf, pouf, échange de droite. Mais bon, comme Helm, c'est le point marteau, ben forcément, il n'y a pas match et il tue Freka d'un seul coup. Du coup, après s'être pris un râteau suivi d'un marteau, le petit Wolf est à la rage. Plus de mariage, plus de royaume, plus de papa. Comme Hera n'arrive pas à faire changer d'avis son petit copain d'enfance, donc elle décide de défendre son royaume contre lui. Donc, guerre des Rohirrim. Rohirrim étant les habitants du Rohan, aussi nommés maîtres des chevaux. Alors désolé si je peux paraître minimaliste, peut-être que je me gourre sur la trame principale, mais en tout cas, ça a l'air d'être à peu près ça. Alors, je vous recommande la vidéo de Maître Thibaut qui explique et spoil bien mieux que moi cette aventure. D'ailleurs, vous trouverez le lien de sa vidéo en description. J'ai trouvé que le trailer en montrait un peu trop tout de même, bien qu'il manque de détails, forcément. J'ai l'impression que presque toute l'histoire y figure. Techniquement, pas d'utilisation excessive de FX, juste ce qu'il faut. Alors, je suis pas fan de l'utilisation des FX 3D dans les animés, mais en l'occurrence, ils passent plutôt bien, ils sont bien intégrés, sans déséquilibrer l'ensemble, et font correctement leur taf. Pour l'animation des personnages, on est sur de l'animation classique, japonaise, bien exécutée, sans être méga dingue non plus, mais qui est très bien relevée par une direction artistique au top, il faut le reconnaître. Il y a de nombreux choix de plans qui m'ont fait baver, mine de rien, sur un extrait si court. Comme ici, là, là. Un métrage épique que je n'attendais pas au virage, mais une nouvelle assez surprenante, au graphisme et à l'animation très convaincant. Ah, cependant, en ce qui me concerne, je suis pas plus emballé que ça à l'idée de le visionner, sans doute parce que je suis pas mal largué au niveau de l'histoire. Et je ne sais pas vraiment si un public non initié pourrait suivre ce métrage sans se sentir perdu. Bon, bien sûr, je suis quasiment convaincu qu'il sera accessible à un public très large, et ça malgré le manque de connaissances sur l'œuvre. Donc rendez-vous le 11 décembre 2024 au cinéma. Prenez soin de vous. Bisous.